Bienvenue tout le monde à notre atelier Gouvernance 101 qui fait partie de la série de webinaires organisés par Renforcement des capacités et de formation pour des petites organisations dirigées par des personnes noires et racialisées. Je suis Adèle Merhem. La rencontre d'aujourd'hui sera enregistrée et sera disponible sur la page web du projet la semaine prochaine. La présentation d'aujourd'hui ainsi que les ressources supplémentaires pourront être téléchargées sur la page web du projet. Tout d'abord, nous aimerions mentionner quelques éléments pratiques. OCACI est engagé à promouvoir la pleine participation et l'engagement de tous les participants et participantes à nos événements, incluant les personnes vivant avec un handicap. La rencontre d'aujourd'hui est modérée en anglais et vous avez accès à l'interprétation simultanée vers le français, l'interprétation en langue américaine des signes et en langue des signes québécoise. Et vous avez aussi accès aux sous-titres. Si vous voulez activer l'interprétation simultanée vers le français, allez à votre barre d'outils en bas de votre écran et cliquez sur l'icône Interprétation qui a la forme d'un globe, puis cliquez sur Français. Si vous voulez activer la fonction Langue des signes américaine ou Langue des signes québécoise, cliquez également sur l'icône Interprétation, l'icône globe, et sous l'onglet Regarder, Watch, cliquez sur ASL pour la langue des signes américaine ou sur FSL pour la langue des signes québécoise. Si vous voulez activer les sous-titres, dans la barre d'outils en bas de Zoom, cliquez sur l'icône CC. Si vous voulez que nous répétions ces instructions, faites-le nous savoir dans la boîte de clavardage et nous allons copier-coller les instructions. La fatigue de Zoom est une réalité. N'hésitez pas à faire ce dont vous avez besoin pour prendre soin de vous avant tout. Restez présent et attentif à votre corps et à vos émotions. Merci de rester en sourdine pendant la rencontre. Si vous avez des questions techniques, utilisez la fonction clavardage et communiquez directement avec @OCACI Chatbox Support. À la fin de la rencontre, merci de remplir le formulaire d'évaluation que nous distribuerons à la fin de la séance. Lorsque vous allez quitter la séance d'aujourd'hui, le formulaire va s'ouvrir automatiquement dans votre navigateur. Merci de remplir le formulaire. Cela nous aide beaucoup pour les ateliers à venir. N'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité questions-réponses. Vous pouvez y poser vos questions. Nous allons y répondre soit à la fin de la rencontre d'aujourd'hui ou la semaine prochaine lors de la rencontre de suivi. Maintenant, j'aimerais vous présenter notre formateur, Liben Gebre-Michael, qui est le directeur général du Centre de santé communautaire Taïbou. Bon après-midi. C'est un honneur et un privilège d'être ici avec vous cet après-midi. J'aimerais parler de la gouvernance du conseil d'administration. Et j'aimerais aborder ce thème dans le contexte des enjeux systémiques auxquels font face les organismes. C'est donc un réel privilège d'être ici aujourd'hui et de pouvoir faire cette présentation. J'aimerais appeler la rencontre d'aujourd'hui une rencontre d'engagement pour que nous puissions communiquer. Je ne me considère donc pas tellement comme un formateur, car je veux que la rencontre d'aujourd'hui soit interactive. Je vais maintenant partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Je suppose que oui. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule « La gouvernance efficace dans les organisations sans but lucratif ».
Et cette formation s'intègre dans l'initiative de renforcement des capacités. Je pense que c'est une très belle initiative. Le but est de renforcer les capacités pour que nous puissions avoir un plus grand impact au sein des communautés. Aujourd'hui, nous allons parler du conseil d'administration et de la gouvernance. Peu importe la taille de nos organismes, nous ne pouvons pas agir sans conseil d'administration. Les organismes dépendent du conseil d'administration. Vous pouvez avoir un très bon gérant ou un cadre exécutif, vous pouvez avoir du bon personnel, vous pouvez avoir des services et programmes formidables, mais si vous n'avez pas un bon conseil d'administration ou une gouvernance efficace, cela va être un gros défi. Je pense donc qu'il s'agit ici d'une composante cruciale du programme de renforcement des capacités. Les conseils d'administration et la gouvernance sont des éléments complexes. Il y a des organismes de grande taille qui ont des grands conseils d'administration, mais ici, nous parlons d'organismes de base et de petits organismes. C'est aussi très difficile lorsque nous travaillons dans un système qui a un impact sur les communautés que nous servons. Il s'agit ici des groupes racialisés, autochtones, noirs, des nouveaux arrivants et des communautés francophones. Dans ce contexte, il est encore plus difficile de naviguer cet espace des conseils d'administration et de la gouvernance. C'est donc dans ce contexte que je fais ma présentation aujourd'hui. Nous allons voir quelques diapositives, puis nous allons avoir une conversation. Pour commencer, c'est important de nous ancrer sur qui nous sommes et sur les terres sur lesquelles nous nous trouvons, sur lesquelles nous élevons nos enfants, sur lesquelles nous vivons et travaillons. C'est important de reconnaître ces territoires. Taïbou est sur les terres traditionnelles des Huron-Wendat, des Anishinaabe, des Chippewa, de la Confédération Haudenosaunee et plus récemment de la Première Nation des Mississauga de Chrétien. À un niveau personnel et au niveau de notre organisme, nous adhérons aux principes autochtones. Et quand nous parlons des programmes pour les peuples autochtones, nous avons un conseil consultatif qui est un conseil consultatif dirigé par les peuples autochtones et c'est ce conseil-là qui prend les décisions en ce qui a trait au programme pour leur communauté. Nous sommes également conscients des pactes qui n'ont pas été respectés et nous mentionnons les obstacles auxquels font face les peuples autochtones. Notre organisme se concentre aussi sur la population noire. C'est également notre responsabilité, c'est notre devoir de réfléchir aux ancêtres qui sont arrivés ici avant nous, car nous nous tenons sur leurs épaules. Nous sommes ici grâce à leurs accomplissements. C'est grâce à la lutte, à la résilience et à la réussite de nos ancêtres que nous sommes ici. Et cela me touche tout particulièrement en tant qu'homme noir d'ascendance africaine. Et j'aimerais reconnaître mes ancêtres. Merci de me permettre d'être ici aujourd'hui et de mener cette réflexion avec vous. Maintenant, quelques informations sur Taïbou. Nous sommes un organisme qui a été créé il y a environ 15 ans. Nous avons fêté nos 15 ans cette année. Notre mission vise à fournir des services sociaux et sanitaires aux communautés noires. Nous sommes très intentionnés et nous avons conscience du développement de nos programmes qui sont développés sur une perspective afrocentrique.
Nous analysons également le changement de système, car nous sommes conscients des défis auxquels font face les groupes racialisés. Il s'agit d'obstacles systémiques et donc nous devons aborder tout cela avec une approche systémique. Voici les valeurs de notre organisme et notre conseil d'administration est guidé par ces valeurs qui sont le leadership, impulsé par la communauté, l'afrocentricité, la qualité et l'équité. Nous sommes un organisme accrédité et qui est agréé par le Centre canadien de l'agrément. Notre travail a été reconnu ces dernières années, ce qui inclut notre réponse pendant la pandémie de COVID. Nous avons également établi un centre de réponse de situation d'urgence à Toronto et cela fait 2 ans que ce service est en place. Nous avons une équipe qui répond aux situations d'urgence. Voilà, c'est tout pour Taibo. Et maintenant, je vais parler de la gouvernance. Donc, pourquoi est-ce que nous avons commencé et lancé ce type de travail? Comme je l'ai mentionné plus tôt, nous avons des principes afrocentriques. Je vais élaborer sur ce sujet un peu plus tard. Et j'ai également mentionné l'approche systémique. La formation sur la gouvernance a vu le jour dans le cadre du plan d'action anti-racisme. Ce plan d'action avait plusieurs recommandations qui tournaient au cours de l'engagement, du développement communautaire et autour de la santé. Mais une des recommandations visait à accroître la représentation des personnes noires au sein de différents conseils d'administration. Je pense que cela n'est pas surprenant pour vous, mais il y a une sous-représentation des personnes noires au sein de plusieurs conseils d'administration, notamment dans le domaine de la santé. Et c'est les conseils d'administration qui prennent les décisions, qui développent les politiques et qui décident des financements de projets. Lorsqu'on n'est pas représenté dans ces espaces, c'est un enjeu. La ville voulait donc accroître la représentation des personnes noires au sein des conseils d'administration. Et en réponse à cet appel de proposition, Taibo et d'autres organismes membres et organismes partenaires, incluant le Conseil consultatif de Scarborough et d'autres organismes, nous avons proposé la chose suivante. Nous avons dit que c'était une bonne chose de former les personnes noires en ce qui concerne la gouvernance, mais nous avons défini 2 domaines dans lesquels il y a encore des défis. Tout d'abord, il y avait beaucoup de petites entreprises, de petits organismes, des organisations de base qui obtenaient des subventions et qui faisaient du très bon travail. Mais dès que le financement était arrivé à échéance, ces petits organismes fermaient leurs portes. Et cela est un enjeu. Donc, à chaque fois qu'il y a un enjeu et qu'il y a une réaction et qu'il y a de l'argent disponible pour les organismes de base s'en sortent bien et font du bon travail, mais elles ne peuvent pas fleurir et survivre après le financement. Donc, nous voulons travailler là-dessus. Et un autre aspect important de la représentation est le fait qu'il ne doit pas s'agir d'une politique de façade. Certains organismes vont recruter 1 ou 2 personnes noires alors sur leur conseil d'administration et vont penser que le travail est fait. Mais la nature du travail ne change pas et ces organismes ne comprennent pas forcément l'impact sur les communautés racialisées. Donc, le projet que nous vous présentons ici vise à soutenir les personnes noires au sein des conseils d'administration et de soutenir les organismes de base et les petits organismes. L'objectif est aussi d'influencer les conseils administratifs existants
ainsi que les espaces de prise de décision. Aujourd'hui, nous allons parler du soutien aux petits organismes et aux organismes de base. Voici le plan pour cet après-midi. Je vais avancer rapidement. Pour la gouvernance, il s'agit de comprendre quelles sont les responsabilités et les devoirs du conseil d'administration. Comme nous l'avons dit plus tôt, Zoom peut être difficile pour la concentration. Donc, nous aurons une courte pause, puis nous allons parler de la bonne gouvernance, des outils pour la bonne gouvernance. Et je pense que c'est aussi très important que nous parlions de l'enjeu du racisme systémique. Et donc, nous allons aborder la gouvernance afrocentrique. Donc, de façon générale, le secteur à but non lucratif a certains éléments, certaines caractéristiques. En général, un organisme sans but lucratif voit le jour parce que le gouvernement ne répond pas aux besoins communautaires. Et d'un autre côté, le secteur corporatif ou le secteur privé ne répondait pas non plus à ces besoins. Et c'est donc pour combler ce fossé-là que le secteur à but non lucratif a vu le jour. Et lorsqu'on analyse l'histoire, que ce soit au Canada ou ailleurs, on voit que le tout commence avec des communautés qui décident de s'organiser ou des organismes religieux qui décident de s'organiser, que ce soit dans le secteur du logement ou autre secteur. Donc, lorsqu'on pense à la gouvernance au sein des organismes sans but lucratif, jusqu'à très récemment, le conseil d'administration évoluait de façon progressive et le tout consistait à micro-gérer ou à faire de la micro-gestion au sein des organismes. Le conseil d'administration se concentrait sur les opérations monétaires et se demandait est-ce qu'on fait les bonnes choses, est-ce qu'on sert les bonnes personnes? Et il y avait un regard très axé sur l'interne. Le conseil d'administration aussi élaborait différents rapports. Donc, la gouvernance fonctionnait comme ça de façon historique jusqu'à récemment. Mais ces 15-20 dernières années, il y a eu un changement. Maintenant, il y a une meilleure compréhension de la gouvernance. Il ne s'agit pas seulement de la supervision des opérations de l'organisme et du suivi des opérations. Il s'agit maintenant d'avoir une vision d'ensemble plus large et d'avoir une meilleure compréhension. Donc, le regard n'est plus seulement porté à l'interne, mais également vers l'extérieur et vers l'environnement tout autour. Grâce à cela, beaucoup d'organismes de la base ont changé leur paradigme. Je pense que c'est important de trouver un équilibre concernant le rôle du conseil d'administration pour pouvoir être efficace. Donc, au-delà du regard à l'interne et de la supervision et du suivi, il faut que les administrateurs comprennent les différentes fonctions et devoirs. Plus récemment, nous avons vu des conversations sur la gouvernance afrocentrique. L'objectif ici, c'est d'intégrer des principes d'afrocentricité au sein de la gouvernance, car nous savons que de nombreuses communautés sont d'ascendance ou d'origine africaine ou d'autres traditions et cultures. La gouvernance a existé sous différentes formes par le passé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau et ce n'est pas nécessairement quelque chose d'européen ou occidental. Le gouvernement des quartiers, des communautés
à exister au sein de nos traditions également. Et donc, c'est important d'intégrer ces valeurs dans la gouvernance moderne. Et au fil de la discussion, vous allez voir que c'est très important pour les organismes de base et qui servent des communautés marginalisées. Est-ce que vous pourriez répondre à la question suivante dans la boîte de clavardage? La question est: qu'est-ce que le conseil d'administration fait? Quel est son rôle? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à un conseil d'administration? À quoi sert-il? Vous pouvez écrire juste un mot dans le clavardage. Personne ne veut se lancer? Qu'est-ce que fait un conseil d'administration? Ah, je vois que quelqu'un a dit dirige. Merci, Rosemary. Quelqu'un d'autre aimerait-il se lancer? Le conseil d'administration s'assure que les administrateurs, que, ou plutôt le conseil d'administration doit s'assurer que l'équipe suive les objectifs et les missions de l'organisme. Quelqu'un d'autre a écrit dans le clavardage, s'assurer que l'organisme opère en fonction de son mandat. Y a-t-il d'autres choses à ajouter? Très bien. Donc, ici à l'écran, vous voyez le rôle du conseil d'administration. Il y a 3 composantes ou fonctions essentielles. Ici, il s'agit de 3 domaines d'action du conseil d'administration. J'aime beaucoup le commentaire de Rosemary qui a dit que le rôle du conseil d'administration est de diriger. Donc, le conseil d'administration gouverne en tant que dirigeant. Les 3 rôles ou domaines d'action que vous voyez à l'écran sont des rôles de fiduciaire, des rôles stratégiques et de génération, ou plutôt de rôle génératif. Beaucoup de conseils d'administration ne se concentrent pas sur le rôle génératif. Donc, pour la fonction fiduciaire, qu'est-ce que cela signifie? C'est un rôle de surveillance. Ici, le conseil d'administration s'assure que l'organisme respecte l'objectif ou les objectifs ainsi que le mandat, la mission de l'organisme. Le conseil d'administration se demande donc qu'est-ce que nous faisons et est-ce que nous sommes en train de soutenir notre personnel de façon correcte? Est-ce que nous avons les ressources nécessaires pour faire le travail que nous voulons faire? Et la supervision financière est l'un des domaines d'action clés du conseil d'administration. Mais cela touche aussi au programme, aux services, et le conseil d'administration se pose donc la question de savoir est-ce qu'il fait ce qui est nécessaire. Et certains conseils d'administration ajoutent l'élément qualitatif. Ils se demandent est-ce qu'il fait ce qui est nécessaire et de façon qualitative. Beaucoup de conseils d'administration opèrent de la sorte et ne font pas face à des défis nécessairement. Le deuxième domaine d'action, c'est la stratégie. Il s'agit ici d'avoir un rôle de prévoyance, de faire la planification, d'avoir un regard porté sur l'avenir, de se demander dans les 3, 5 ou 10 prochaines années, qu'allons-nous faire et quelle sera la voie que nous allons suivre et comment est-ce que nous allons y arriver. Il s'agit ici de la planification opérationnelle, par exemple. C'est ce type de fonction-là, de rôle-là, qui s'intègre dans le domaine d'action stratégique.
Ensuite, le domaine d'action génératif, c'est un aspect récent du conseil d'administration. Il s'agit ici de se poser la question: pourquoi est-ce que nous faisons cela? Nous sommes en train de superviser nos finances, nos programmes, mais pourquoi est-ce que nous faisons cela? Et il s'agit là d'une conversation continue que devrait avoir le conseil d'administration pour s'assurer que le conseil se maintient. Car si un organisme stagne et n'avance pas et que l'organisme ne peut pas se régénérer constamment, la croissance va être limitée. Nous allons parler plus en détail de ces fonctions. Mais donc, nous avons ces 3 domaines d'action. Le premier concerne la conformité. Est-ce que nous faisons les choses de la bonne façon? Est-ce que nous faisons tout en conformité à notre mandat? Est-ce que nous essayons d'atteindre nos objectifs? Et il s'agit également de contrôler les activités de l'organisme. Donc, tout cela fait partie de l'aspect fiduciaire. Le deuxième aspect, c'est la stratégie et il s'agit là de voir la destination. Il s'agit ici de planifier pour le cheminement et c'est très important. Et le troisième aspect, c'est donc l'aspect génératif. Il s'agit ici de faire du sens et de comprendre le pourquoi. Comme vous l'avez vu, la base du triangle, c'est vraiment l'aspect génératif. Les gens qui ont développé ce concept l'ont mis à la base parce que c'est très important. Et donc, le rôle du conseil d'administration, c'est d'avoir ces 3 aspects-là, fiduciaire, stratégique et génératif. Donc, fiduciaire, c'est la surveillance, la conformité. Pour la stratégie, c'est la prévoyance. Et génératif, il s'agit de la compréhension, de se poser la question: pourquoi est-ce que ceci est important? Et pour la bonne gouvernance, il faut toujours poser cette question du pourquoi. C'est cela qui va permettre au conseil d'administration de rester concentré sur l'objectif et la mission. D'autres façons de décrire ce que fait le conseil d'administration, c'est de parler de 3 fonctions que nous avons déjà mentionnées. Le conseil d'administration planifier la direction stratégique, par exemple. Ensuite, le conseil surveille et le conseil engage les bénévoles, le personnel, les autres parties prenantes. Cela fait partie de la responsabilité du conseil d'administration. Le conseil doit engager différentes parties prenantes. Il peut s'agir de communautés, d'élus politiques et d'autres organismes. C'est comme cela que le conseil d'administration fonctionne, communique et engage les différents partenaires. Nous avons ajouté un autre élément, c'est la préservation. Le conseil d'administration doit veiller à sa propre préservation. Lorsque nous avons développé ces 4 fonctions du conseil d'administration, c'était très important pour nous de voir comment nous faisions les choses. Comme vous le savez certainement, beaucoup de petits organismes font face à des défis tels que ce qui se passe au sein du conseil d'administration. Vous pouvez avoir de bonnes stratégies, un bon PDG, du bon personnel, de bons programmes, mais si votre conseil d'administration ne fonctionne pas bien, il n'y a pas une bonne gouvernance, il y aura peu de chances que vous puissiez vous épanouir en tant qu'organisme. C'est important de préserver la gouvernance et la culture du conseil d'administration et c'est pour cela que nous avons ajouté cet élément. Donc, lorsque nous parlons des responsabilités du conseil d'administration, c'est important de comprendre l'aspect juridique.
En tant qu'organisme, vous êtes une entité et lorsque vous organisez votre conseil d'administration, cela devient une entité juridique et il y a des responsabilités. Voici ce que dit la loi en ce qui concerne le droit des entreprises. Voici les responsabilités juridiques. Les administrateurs doivent agir honnêtement. Il s'agit ici de principes, mais aussi d'un devoir juridique. Les administrateurs doivent agir honnêtement envers la corporation. Les conflits d'intérêts avec la corporation doivent être évités et les administrateurs doivent déclarer les conflits d'intérêts s'il y en a. Il y a aussi un devoir de loyauté et le seul intérêt d'un administrateur est envers la corporation. Et cela est un principe très important. Lorsqu'il y a des défis, lorsque différentes perspectives émergent au sein du conseil d'administration, c'est ce devoir de loyauté qui l'emporte. Tout administrateur au sein du conseil d'administration est là uniquement pour avancer les intérêts de la corporation, de l'organisme. Les intérêts de l'administrateur ne doivent pas être placés en conflit avec ceux de la corporation. Cela est très important. Ensuite, il y a aussi le devoir d'agir de bonne foi. Les administrateurs doivent être diligents, s'acquittant de leurs devoirs en fonction de la loi. Pour faire preuve de bonne foi, il faut avoir les bonnes informations pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et donc, vous devez vous demander quelles sont les responsabilités juridiques dans le cadre de la loi sur les, la loi sur les entreprises dans l'Ontario, par exemple. Tous ces devoirs doivent être clairs pour tous les administrateurs pour qu'ils puissent agir en faisant preuve de bonne foi. Ensuite, il y a le devoir d'exercer le pouvoir. Cela signifie que le conseil d'administration a la responsabilité de gérer la société, c'est-à-dire de développer et de mettre en application des politiques et des directives, de superviser les gestionnaires et le personnel et de déléguer certaines responsabilités. Et si certaines responsabilités ont été déléguées, c'est tout de même le conseil d'administration qui doit les superviser. Les administrateurs doivent détenir en fiducie les fonds recueillis auprès du public pour une utilisation dans des activités de bienfaisance. Ensuite, il y a le devoir d'obéissance. Les administrateurs doivent respecter toutes les lois applicables et les documents de gouvernance. Nous en avons déjà parlé. Les administrateurs ne peuvent pas agir en dehors des responsabilités juridiques. Ici, les documents de gouvernance, je mentionne les lettres patentes ou les règlements administratifs, par exemple. Ensuite, ils doivent également éviter tout conflit d'intérêts. Ceci est mentionné une deuxième fois ici. Les conflits d'intérêts, cela arrive souvent et cela doit être géré en faisant preuve de précaution. Beaucoup d'administrateurs essaient d'éviter les conflits d'intérêts, mais c'est possible de gérer la situation même s'il y a un conflit d'intérêts. S'il y a des lignes directrices et des politiques claires, vous pouvez mettre en place des étapes à suivre en cas de conflit d'intérêts. C'est de la sorte que le conseil d'administration peut gérer ce type d'enjeu. Il y a aussi le devoir de continuer. Il s'agit ici d'une responsabilité à l'égard de la loi. Les administrateurs ont des obligations en continu envers la société. Ils ne peuvent pas être déchargés
par la démission et ils peuvent seulement démissionner de la société lorsqu'il y a des individus adéquats pour remplacer l'administrateur. Donc, le fait de démissionner ne vous décharge pas de vos fonctions et de vos responsabilités. Il faut donc s'assurer qu'il y a une continuité plutôt du travail de l'administrateur. S'il n'y a pas de continuité, il y a ensuite la dissolution. S'il n'y a pas de continuité, la seule solution pour la société est de dissoudre le conseil d'administration. Mais en dehors de ce cas de figure, le conseil d'administration a le devoir d'assurer la continuité de son travail. Ici, il y a la liste des responsabilités et donc des devoirs du conseil d'administration. Donc, nous avons commencé avec le principe fiduciaire pour aller au principe stratégique et génératif. Donc, qu'est-ce que tout cela signifie? Le conseil d'administration a la responsabilité de développer les missions, les valeurs et le but de l'organisme, de la société. C'est ce que fait le conseil d'administration. Le conseil d'administration détermine la mission et la raison d'être de l'organisation. Le conseil d'administration doit recruter, soutenir, surveiller et évaluer le dirigeant principal. Il peut s'agir du directeur général ou du président-directeur général. Et nous allons en parler plus en détail parce que c'est de ce côté-là que parfois il y a des enjeux au sein du conseil d'administration. Le conseil d'administration s'assure aussi que la planification organisationnelle est efficace. Cela inclut la planification du conseil, mais aussi euh, d'autres parties prenantes de l'organisme. Donc, il faudrait qu'il y ait une planification efficace en ce qui concerne les stratégies à haut niveau. Cela ne veut pas dire que le plan opérationnel sera développé par le conseil d'administration, mais le conseil d'administration peut demander à voir cette planification. Le conseil d'administration doit aussi s'assurer que des ressources adéquates sont disponibles. Cela est très important afin qu'un organisme puisse faire son travail. Il faut que des ressources humaines, des ressources de bénévoles, les ressources d'équipement, les ressources financières, l'approvisionnement, tout cela doit être adéquat. Et comment est-ce que le conseil d'administration peut s'assurer de cela? Nous allons en parler un peu plus tard. Il faut aussi s'assurer que les ressources sont gérées de façon efficace. Pour cela, le conseil d'administration peut mener certaines recherches et procéder à des analyses. Le conseil d'administration détermine, fait le suivi et renforce les programmes et les services de l'organisme. Il y a aussi un processus d'engagement de la part du conseil d'administration. Le conseil d'administration rehausse la réputation de l'organisme et s'assure que le public a confiance en l'organisme et que la réputation est maintenue. Bien sûr, le conseil d'administration assure aussi l'intégrité juridique et éthique et maintient la reddition de comptes en s'assurant, par exemple, qu'il y a une reddition des comptes vis-à-vis des bailleurs de fonds, des communautés qui sont desservies. Et le conseil d'administration s'assure aussi de recruter et d'orienter les nouveaux membres du conseil d'administration. Donc, vous avez ici une liste générale au niveau des responsabilités du conseil d'administration.
Donc, lorsqu'on dit que le conseil d'administration planifie, c'est la responsabilité du conseil d'administration de développer des plans et directions stratégiques. On suggère toujours d'avoir un plan sur 3 à 5 ans. Et ce plan doit être un plan à haut niveau qui doit identifier, par exemple, les priorités, 3, 4 priorités principales sur les 3, 5 prochaines années. Avant, c'était 5 ans, mais maintenant, beaucoup d'organismes font des plans sur 3 ans parce que l'environnement évolue trop rapidement et les organismes font maintenant des plans sur 3 ans. Nous, chez Taibu, nous avons un plan sur 5 ans avec une vision sur 10 ans. Et nous avons 3 priorités. Tout d'abord, l'expansion et l'approfondissement de nos programmes et services. Ça, c'est une priorité identifiée par le conseil d'administration. La deuxième priorité vise à influencer les services sanitaires et les services sociaux. Taibu ne peut pas être partout. Nous n'avons qu'un seul bureau. Nous ne pouvons pas faire tout. Mais ce que nous pouvons faire, c'est influencer certains services sociaux et services sanitaires pour nous assurer que ce que ces organes-là font répondent aux besoins des communautés noires. Et le troisième objectif qu'a identifié le conseil d'administration, c'est le besoin d'avoir un organisme plus solide. L'objectif est de bâtir notre structure, d'analyser quelle est notre structure actuelle pour pouvoir passer à la prochaine étape et bâtir un patrimoine. Donc, 3 priorités, l'expansion, influencer les services sociaux et sanitaires et troisièmement, renforcer nos capacités à l'interne. Ce sont des priorités très claires, très spécifiques et ce sont donc là nos priorités. Ensuite, le conseil d'administration doit s'assurer que ce plan stratégique soit mis en œuvre. Donc, si les groupes et les organismes ont un personnel, c'est ce personnel-là qui va mettre en œuvre le plan opérationnel. Et ensuite, le conseil d'administration revoit cela et le conseil d'administration recevra des mises à jour régulières quant à la mise en œuvre. Le conseil d'administration doit aussi avoir son propre plan et un calendrier annuel pour savoir ce qu'il doit faire au long de l'année. Est-ce qu'ils doivent savoir quand est-ce qu'il y aura des invités, quand est-ce qu'il y aura différents événements clés qui auront lieu. Et ils doivent savoir quand est-ce qu'ils vont faire le suivi de tel ou tel élément. Et il faut aussi, en ce qui concerne les rapports, est-ce qu'ils les reçoivent hebdomadairement ou mensuellement? Tous ces éléments-là doivent être définis. Les membres du conseil d'administration doivent savoir qu'est-ce qui a lieu, à quel moment, tout au long de l'année. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres plans qui vont émerger ou qu'il y aura des modifications à faire, mais il faut qu'il y ait un calendrier qui soit développé sur l'année, même si c'est un document évolutif. Donc, les administrateurs ne se demandent pas de quoi allons-nous parler le mois prochain. Ils savent de quoi ils vont parler car tout cela a été planifié. Le conseil est responsable pour les différentes actions, sa surveillance. Alors, le CA peut avoir le rapport de comité, de recevoir les rapports opérationnels, les rapports financiers, les rapports en matière de risque et de conformité. C'est la responsabilité du conseil d'identifier tout risque et sont en train de mettre en place des mesures d'atténuation pour assurer la conformité. Alors, on doit être conforme avec toutes les lois, les règlements. Et de cette manière, une fois que le CA reçoit
les rapports et les examine pour par la suite assurer que tout est conforme et qu'ils respectent toutes les différentes lois et exigences. Et par la suite, il y a un rapport annuel qui est préparé pour les parties prenantes. Et alors, justement, que les détenteurs moraux. Alors, le CA doit offrir un rapport, voici qu'est-ce que nous avons fait. Alors, la planification, la surveillance et par la suite, l'implication et l'engagement parmi les différentes parties prenantes. Alors, tel que mentionné, les administrateurs sont des ambassadeurs, des représentants. Ils ont aussi l'influence et aussi des contacts d'influence. Un élément que je n'ai pas vu dans le contexte canadien, au moins dans notre secteur, qui est le secteur des services sociaux et de la santé, ou surtout les organisations menées par des personnes noires. La plupart des individus que nous embauchons et c'est vraiment parce que la passion que nous donnons pour pouvoir desservir nos communautés. Et ça, c'est vraiment le critère principal auquel ce qui a été observé. Dans d'autres espaces, cependant, et plus notamment, qu'est-ce que j'ai vu aux États-Unis? Et le point suivant, les membres de DCA siègent auprès d'un CA parce qu'ils ont l'influence, que ce soit l'influence financière, alors ils apportent leur propre situation, position financière pour pouvoir aider cette organisation ou ils ont des contacts d'influence. Alors, ils se joignent à un CA parce qu'ils ont des types d'influence où ils sont capables d'offrir des ressources, que ce soit financières ou techniques, des différents liens avec d'autres organisations. Et ça devrait être le rôle d'un de CA. Ici, dans notre contexte, ça pourrait être difficile parce que la plupart d'entre nous, on siège auprès d'un CA parce qu'on a cette passion et cet engagement brûlante. Alors, c'est vraiment important que les administrateurs agissent à titre d'ambassadeurs, de représentants et qui ont des bonnes relations sont nouées avec les communautés, avec d'autres systèmes et d'autres sociétés, avec les élus. Ça, c'est vraiment le rôle du CA pour s'assurer que les organisations sont reconnues pour leur travail et lorsqu'il y a un besoin, ils peuvent se mettre en contact avec ces influences, mais ils peuvent aussi intégrer ou apporter leur propre influence au sein de leur organisation. Ça peut être leur expertise dans le travail qu'ils mènent dans leur carrière professionnelle. Si vous êtes un avocat et vous siégez au sein d'un CIE, vous pouvez assurer que la composante juridique est respectée. Si vous avez l'expérience financière, vous allez s'assurer que les finances sont bien gérées. Alors, vous apportez de l'influence, mais aussi vous avez des contacts d'influence en tant que membre d'un CA. Alors, ça, c'est le rôle du CA. Et on a parlé de la préservation du conseil un petit peu plus tard. Alors, dans notre conjoncture, je sais que chacun et chacune d'entre vous a différents modèles de gouvernance, mais essentiellement, il y a 3 modèles de gouvernance. Nous avons le conseil d'administration opérationnel. C'est quelque chose qui est très prévalent parmi les organisations communautaires. Et par la suite, nous avons le conseil d'administration consultatif et après le conseil d'administration de politique et de gouvernance. Alors ici, le conseil d'administration opérationnel ne détient pas d'effectifs parce que ce conseil a été mis en place, la société a été mise en place pour pouvoir combler un besoin. Alors, ils sont constitués. Ils ont une idée des différentes visions, missions et valeurs, mais à cause du fait qu'ils n'ont pas d'effectifs, le conseil travaille aussi et ça est en charge de la gouvernance. Et plusieurs organisations communautaires commencent de cette manière. Ça commence justement avec quelques individus qui se rassemblent puis met en place une organisation en faisant le travail en même temps. Le défi que ce conseil d'administration opérationnel représente est le suivant. C'est que le conseil d'administration occupe 2 rôles. Alors, c'est d'assurer la gouvernance et les responsabilités que nous avons énumérées plus tôt, mais en même temps, il doit faire le travail sur le terrain. Ils sont ceux et celles qui sont en train de se porter volontaires, en train de créer des événements, entre autres. Alors, c'est toujours difficile à trouver cet équilibre
d'assurer la gouvernance et de faire le travail. Et des fois, il y a un mélange. C'est la raison pour laquelle des fois, les organisations ne sont pas capables de s'épanouir, de sortir de ce cycle parce que sont vraiment attachés à toute la partie opérationnelle, la planification, le travail. Peut-être sont seulement 3 ou 4. Ils ne sont pas en train de faire toute la partie de planification, d'engagement et de surveillance. Alors, c'est très difficile de se retrouver dans ce dans cette situation, mais sont hautement, fonctionnels. Surtout dans le secteur des nouveaux arrivants et des réfugiés, il y a tellement d'organisations qui sont menées par des volontaires qui sont en train de faire des excellents travail pour pouvoir desservir les communautés encore, mieux que notre organisation Tabou ou autre. Mais le défi, justement, parce que l'espace, la gouvernance n'est pas rehaussé, ils ne sont pas capables de pouvoir progresser vers la transition pour devenir une organisation qui ont une équipe de personnel et un CA. Alors, c'est vraiment pour aider les organisations communautaires à passer à ce modèle où il y a une distinction entre les deux, le CA et le personnel. Par la suite, on a le conseil d'administration consultatif. Ils n'ont pas d'obligation juridique qui les encombre. Ils font partie d'un groupe de conseillers. Alors, ils sont membres d'un conseil d'administration où ils ont ces types de défis. Ils vont demander pour du conseil comment on peut mettre en place X parce que nous avons cette occasion, comment on pourrait en tirer profit. Alors, ils vont se tourner vers le conseil d'administration consultatif, va offrir des conseils, mais il n'y a pas d'autorité ou ils n'ont pas de responsabilité juridique. Alors, c'est plus vraiment à titre de consultant. C'est un modèle de gouvernance qui pourrait être utile et si justement, si vous avez le personnel, si vous pouvez l'appeler un directeur exécutif ou autre, vous ne pouvez pas avoir un conseil d'administration opérationnelle et le personnel parce que c'est important de faire la distinction entre les rôles. Lorsqu'on parle justement qu'un conseil d'administration de politique et de gouvernance ou un conseil d'administration opérationnel, c'est très important de faire la distinction des responsabilités parce que le PDG doit alors mettre en application toutes les politiques et alors c'est très important d'avoir cette période qui indique toutes les différentes communications qui doivent être effectuées. Et je vais en parler un petit peu plus, plus tard, mais je voulais vous présenter ces 3 modèles de CA et normalement, les 2 conseils, le les 3 conseils d'administration que j'ai présentés, l'opérationnel, consultatif et politique et de gouvernance sont les plus typiques, puis il y a une transition qui se passe entre les 3. Tout qui porte sur l'établissement de la planification stratégique et tous ces éléments-là encombrent le conseil d'administration opérationnel et le conseil d'administration de gouvernance. Cependant, la différence est le point suivant. Le conseil d'administration opérationnel n'a pas de personnel pour pouvoir mettre en œuvre le plan et l'engagement que le conseil établit. Mais si vous avez du personnel, vous devez adopter une politique en matière de gouvernance et la mettre en place. Je vais prendre un moment pour voir si on est en train de respecter l'heure. Alors, je sais que nous avons le temps. J'aimerais prendre une pause de 5 minutes. Alors, je voulais voir si nous avons des questions, des commentaires de la part des membres de l'auditoire. Est-ce que vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit qui portent à la gouvernance,
N'hésitez pas à faire part de cela, comme ça je vais pouvoir y répondre pendant ma présentation. Alors, le silence pourrait signifier que tout est clair, ou peut-être ça pourrait être le contraire, mais ça ne dérange pas parce qu'on a toujours 30 minutes devant nous. Alors, il est présentement 12h57. Si vous pouvez de retour ici à 1h05, ça nous donnerait 7 minutes pour prendre une pause à santé, pour prendre une tasse de thé ou d'eau. Et par la suite, je vais terminer ma présentation. Merci. Alors, soyez de retour à 13h05, s'il vous plaît. Merci.
Il est maintenant 13h05. Alors, j'espère que tout le monde est de retour. Je viens de me rendre compte qu'il me reste quelques diapos à couvrir, alors je vais aller un petit peu plus vite. Alors, cela va permettre d'avoir une période de questions-réponses avant de clore la session. J'espère que ça ne va pas trop difficile à suivre, mais je vais essayer de vous présenter tout le contenu. Alors, désolée pour ce rattrapage que je dois faire. Alors, on utilise des proverbes et des approches afro-francisques pour informer notre discussion. Et je voulais vous partager ce proverbe africain. Si vous souhaitez aller vite, allez seul. Si vous souhaitez aller loin, allez ensemble. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est l'élément essentiel d'un CA, c'est de pouvoir se rassembler ensemble. Ça porte sur l'unité et le travail d'équipe. Alors, justement, nous avons une destination, mais on va ensemble. Ça, c'est vraiment l'idée. Alors, ce sont les éléments clés d'une bonne gouvernance? Nous avons parlé de ces trois composantes, aussi la partie fiduciaire, la partie stratégique et générative. Et si nous examinons chacun de ces composantes, vous allez voir les différentes questions que chaque domaine pose. Alors, en matière des responsabilités fiduciaires, la question va toujours poser la question suivante. Qu'est-ce qui ne marche pas? Par la suite de définir le programme et l'identifier. C'est une discussion plus stratégique. La question est la suivante. Quel est le plan? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et par la suite, résoudre les problèmes et façonner une stratégie. Et de cette manière, les différentes problématiques sont résolues. Et lorsque c'est génératif, la question qu'on doit se poser est quelle est la question? Et par la suite, c'est l'encadrement des problèmes et de vraiment pouvoir interpréter ou déchiffrer qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Alors, la discussion que les membres du CA doivent entamer est fort important. Alors, c'est toujours une question de résoudre des programmes parce que des fois, oui, c'est défini, c'est résolu, mais les programmes ne sont pas encadrés. Alors ça, des fois, ça peut présenter un défi pour un CA. Et toute la partie sur la fiduciaire, ça porte justement sur la résolution, leur rôle et assurer la surveillance et l'autorité et leur indicateur de rendement est informé par des faits, des chiffres, des rapports financiers. Lorsque on aborde des enjeux stratégiques ou d'apporter une optique stratégique, l'excision porte sur un consensus, atteindre un consensus. Le rôle du CA est plus stratégique et par la suite, ils utilisent des indicateurs stratégiques. Et lorsqu'on parle justement de la partie plus générative, c'est comment encadrer la question de, de s'assurer qu'ils sont capables d'apporter des perspectives nouvelles et de pouvoir apporter une nouvelle discussion parmi les différents membres du CA. Et par la suite, l'indicateur de rendement porte sur l'apprentissage et la compréhension. Alors, lorsqu'on parle de différents rôles, ils sont tous importants et ils ont tous le même poids, mais qu'est-ce qui nous manque, justement, c'est d'avoir des discussions plus encadrées. Alors, il y a toujours cet apprentissage et il y a de la croissance. Alors, cette fonction ici, si c'est bien développé par le conseil, ça va permettre l'organisation à se renouveler et de saisir des nouvelles occasions. C'est la raison pour laquelle ces trois composantes sont fort importantes et comme j'ai mentionné plus tôt, c'est vraiment basé sur la discussion générative au sein du conseil. Qu'est-ce qui est créé par le conseil pour eux-mêmes et pour l'organisation et cela va informer la manière donc que le conseil s'implique auprès de d'autres parties prenantes et services.
La bonne gouvernance porte ultimement sur la responsabilité ultime. Alors, nous avons des membres de conseil qui sont responsables pour la surveillance et la gouvernance de ces organisations qui offrent différents services et volontaires. Mais la responsabilité ultime porte sur la mission de l'organisation. Ça porte sur les gens qui sont desservis. Si le CA garde à l'esprit le bien-être des communautés qui desservent, cela permet le CA d'être vraiment ciblé dans leur travail. Ça ne porte pas uniquement sur les finances parce que les gens sont au cœur de leur mission et vision. Si vous rappelez, on a parlé de différentes responsabilités ou de bonne foi, de continuance, entre autres. Si on garde les communautés, la clientèle au cœur de nos initiatives en tant qu'entité imputable, cela va avoir un impact sur la manière dont que la gouvernance est assurée. Mais en effet, ils sont capables de faire cela parce qu'ils sont en train de desservir les communautés et de cette manière, la communauté peut assurer l'imputabilité du CA. Alors ça, c'est la manière d'assurer cette reddition de compte. Alors, il y a des obligations juridiques de la part du gouvernement si vous êtes constitué en tant qu'OBSL, entre autres. Mais par la suite, nous avons la reddition des comptes envers les membres de communauté parce qu'ils sont au cœur de notre mission. Et lorsque vous prenez une décision et lorsque vous êtes en train de mener une discussion, c'est important de garder cela à l'esprit pour assurer une bonne gouvernance. Des fois, on oublie cela parce qu'on est trop dans les détails budgétaires et financiers. Alors, il est donc important de vraiment toujours ramener les communautés au sein de notre discussion. Alors, pour avoir une bonne gouvernance, voilà les instruments et différents éléments qui doivent être mis à jour au sein de notre organisation. Alors, il y a les statuts constitutifs, les règlements administratifs. Ils jouent un rôle important lorsque vous êtes constitué en tant qu'organisation. Alors, donc, lorsque vous êtes incorporé, vous avez besoin d'avoir vos règlements administratifs. Il y a la loi sur les sociétés en Ontario a été modifiée. Alors, la nouvelle loi sur les OBNL, Ontario va rentrer en vigueur cette année. Alors, toutes les organisations qui sont constituées cette année doivent respecter cette nouvelle loi et règlement et toute autre organisation qui a été constituée avant 2024 doit s'arrimer avec la nouvelle loi. Alors, les statuts constitutifs et les règlements administratifs établis comment on assure la reddition de comptes, comment les rencontres sont menées, comment les membres du conseil sont euh, sélectionnés, quelles sont les limites d'autorité. Tous ces différents éléments doivent être clairement définis dans les règlements administratifs. On doit mettre en place des politiques et procédures. C'est un élément fort important. J'en parlerai un petit peu plus tard. Dans plusieurs organisations, c'est un code de conduite. Le code de conduite établit comment le CA va s'acquitter à ses fonctions et comment ils vont agir pendant les rencontres. Alors, c'est vraiment un code de conduite pour établir le comportement. Alors, chaque année, chaque membre du CA doit signer le code de conduite chaque année parce que ça vraiment établit les assises opérationnelles du CA. Il y a un engagement de confidentialité que chaque membre du CA doit signer parce que c'est vraiment basé sur la confiance et toutes les discussions qui sont menées au sein du CA sont confidentielles. Tous les conflits d'intérêts, nous avons parlé de cela un petit peu plus tôt, c'est toujours assurer que les intérêts de la société sont au cœur de toute la prise de décision. C'est pas pour dire qu'il n'y aurait pas d'influence, mais cela se présente et pour avoir un conflit d'intérêt perçu ou réel, il y a un processus qui doit être mis en place
pour déclarer ce conflit d'intérêts est reconnu et géré. À titre d'exemple, par exemple, je travaille auprès d'une organisation et qu'il y a une transaction d'affaires ou un accord qui sera conclu, qui apporte certaines retombées, je devrais me retirer de la prise de décision et aussi de ne pas s'impliquer auprès des discussions. Alors, c'est important de s'assurer que le conflit d'intérêts ne va pas avoir un incident sur la prise de décision d'affaires. Alors, c'est tous des éléments clés que vous devrez avoir en place pour assurer une bonne gouvernance. Le dernier élément, c'est le recrutement. Et la raison pour laquelle c'est rouge, c'est un autre élément fort important en matière de bonne gouvernance. La manière dont vous allez mener vos recrutements, comment vous allez confirmer les différentes personnes qui seront embauchées pour s'assurer que vous avez un processus en place pour assurer le recrutement et l'embauche des différents individus vis-à-vis leur expérience, leurs antécédents et leur vécu. Tel que mentionné, les statuts constitutifs décrivent justement la structure, les droits des participants, les procédures pour exercer les droits. Il parle des clauses générales, des membres du conseil d'administration, les dirigeants, les comités, des questions fiscales. C'est toujours important d'avoir cela et tout le monde est au courant de cela. Et lorsque le défi se présente, il est toujours important d'avoir une ressource. Alors, en vertu de nos règlements administratifs, ça, c'est notre exigence juridique qu'on doit respecter. En effet, plusieurs organisations ont leurs politiques et procédures et leurs règlements administratifs pressants comme ça, ils peuvent y faire référence, c'est nécessaire. Alors, s'il y a des questions qui doivent être tranchées, ils peuvent faire référence aux différents documents qui portent sur les politiques, les règlements administratifs. En matière des politiques et procédures, c'est très important d'avoir des politiques et procédures très bien établies. Alors, il est important de vraiment délimiter la mission, la vision, l'énoncé de politique de haut niveau, les limitations imposées aux dirigeants, ce qu'on permet au DG de faire, ce qu'on ne permet pas de faire et comment. Tous les processus de gouvernance, quel est l'engagement du CA, comment le CA fonctionne et sa conduite, quels sont les, les éléments de confidentialité, etc. Tout cela sera indiqué dans ce processus de gouvernance. Par la suite, la relation du CA entre déjà. Ça, c'est clé pour la bonne gouvernance et le fonctionnement de l'organisation. Il devrait avoir une relation basée sur la confiance et la transparence et le respect, parce que si cela n'existe pas, ça va représenter un défi. Et cela devrait être établi dans justement un énoncé de politique de haut niveau. Alors, lorsque cela se produit, on agit de telle manière. Si on embauche un exécutif, c'est la manière dont on devrait y aller. Alors, tous ces éléments doivent être pris en compte parce que si vous n'avez pas une procédure en place, ça va être très difficile de les gérer lorsque ça se présente. Alors, c'est important d'avoir d'autres politiques pertinentes, par exemple, qui portent sur les droits et responsabilités du personnel, des clients, des bénévoles, non-partisanerie politique, protocole dans les cas des élections. Tous ces éléments doivent être établis dans une politique, comme ça tout le monde est sur la même page vis-à-vis de la procédure. Et si vous avez des questions, il y a toujours un document de référence pour indiquer que non, on ne peut pas faire cela parce que c'est la manière dont que nos règlements ont été établis. Et Et si vous avez des questions qui portent sur le développement des questions et politiques, je pourrais vous soutenir si le cas échéant. Des fois, on ajoute la mission et vision dans tous les heures du jour et juste, il y a des organisations qui ont des tableaux qui mettent de l'avant toutes les visions, fissions et leurs valeurs. Alors, lorsque quelqu'un assiste à une rencontre, s'agit à titre de rappel lorsqu'ils ont la vision, la vision, la mission devant eux. C'est une manière d'ancrer les gens et vous pouvez toujours éviter les situations parce que justement, voici qu'est-ce qui est décrit dans nos politiques et procédures.
Maintenant, on va parler de la CA Préserve. Les gens du CA vont toujours se présenter. Alors, on est capable de les prévoir, de se préparer en conséquence. Pourquoi cela va se produire? Parce que on ramène différentes perspectives. Alors, il va y avoir différentes perspectives qui vont être partagées. Les gens viennent avec une passion et un engagement. Ils sont engagés dans leurs idées qu'ils vont défendre auprès du CA. Alors, cela peut créer justement de la friction. C'est aussi important de garder à l'esprit que c'est une expression du processus démocratique, le vote, la discussion, etc. Et à cause justement de ce processus, il est donc attendu de faire face à ce genre de défis. Et des fois, qu'est-ce que les gens se ne rendent pas compte de, c'est que le CA, vraiment, c'est un rôle de leadership partagé. Il n'y a aucun membre du CA qui détient plus de pouvoir, autorité envers l'autre. C'est un leadership partagé et c'est un élément qu'on doit garder à l'esprit à tout moment. J'aimerais aborder quelques éléments. Alors, l- alors, il y a des politiques, ça, c'est pas un bon espace. Lorsqu'il n'y a pas une vision partagée, des fois, il y a des discussions en parallèle qui ont lieu. Et lorsque vous voyez ces éléments se produire, vous, vous pouvez vous rendre compte que ce n'est pas une bonne gouvernance parce que la politique entre en jeu, parce qu'il faut toujours se rappeler que les intérêts de la société doivent être soutenus. Mais vous avez justement des interactions beaucoup plus passives, hein. Il n'y a pas justement, il n'y a pas de voix, il n'y a pas de prise de notes, alors c'est très informel. Alors, personne n'est vraiment activement en train de participer. Cela, c'est aussi c'est une situation dangereuse qui pourrait avoir un impact sur la bonne gouvernance. La bonne gouvernance doit être harmonieuse. Alors, différentes voix sont accueillies en vue de discussions riches, mais on la ramène toujours à un consensus. Tel que mentionné, s'il y a vraiment un esprit d'équipe, il y a seulement un objectif, une vision et une reddition de comptes envers les communautés que on dessert. Ça, c'est quelque chose qui pourrait apporter l'harmonie. Il y a aussi, il faut être des leaders excellents, excellents. Normalement, nous avons le président est considéré comme le leader du CA, mais le président n'est pas le preneur ou la preneuse de décision. Le président de CA est là pour faciliter les discussions. Dans certains conseils, le président est considéré comme le preneur ou preneuse de décision. Et ça présente un défi parce que c'est toujours pour vraiment assurer l'amélioration constante grâce à l'évaluation de l'éducation du CA. Une étude qui a été menée au début des années 4, au début les années 90, alors ils ont regardé différents types de conflits. Alors, il peut y avoir des conflits qui portent sur les informations, les données, la communication, entre autres. Alors, si il y a des conflits en matière d'information et données, le conseil doit obtenir plus de données avant de trancher. Au lieu de continuer la discussion, alors s'il y a un enjeu qui porte les données, ils doivent recueillir plus de renseignements avant de prendre une décision. Si c'est un conflit d'intérêts, on doit retomber sur notre vision et notre mission et valeurs. Alors, quel est l'intérêt commun de la société? Nous avons une obligation pour faire progresser notre vision en ayant ces discussions. Si c'est un conflit de relations, on va utiliser le code de conduite. Nous avons ce document, donc on ne devrait pas agir de cette manière. Et des fois, apporter des parties tierces pour pouvoir faciliter et modérer
la discussion et la communication avec le CA pourrait être utile s'il y a des conflits structurels. Il est donc important de clarifier les rôles et de mettre en œuvre des procédures et processus clairs et efficaces. Et cependant, s'il y a des conflits de valeurs, surtout au sein des organisations communautaires, c'est de ramener justement les valeurs culturelles afrocentriques. Alors, nous avons parlé justement de ces valeurs afrocentriques. Ah bah, si vous me permettez, désolée de vous interrompre parce qu'il est présentement 13h25. Alors, il nous reste 5 minutes. Peut-être on pourrait terminer pour aujourd'hui et continuer les autres, l'autre partie de la présentation la semaine prochaine. Est-ce que cela vous convient? Oui, absolument, je pense que oui. Alors, je pense que c'est encore mieux parce que ça va m'arrêter de vraiment me presser, pas vraiment entrer dans et de ne pas présenter les détails. Alors, cela va éviter que je vous offre simplement un survol. Alors oui, je suis complètement d'accord avec vous. Merci beaucoup, Typo. Alors, je me demandais, alors si vous avez un dernier élément que vous aimeriez partager avec les membres auditoires, aussi du fait qu'au cours des prochains jours, nous avons juste les chantiers pour le CFP. Alors, en premier lieu, j'aimerais vous remercier pour votre temps. Et deuxièmement, bonne chance à tous ceux qui vont déposer leur demande. Je sais que c'est un processus assez difficile, mais je vous souhaite la bonne chance. Et je crois que si vous avez des questions, et je suis certaine qu'il y a des questions sur différents éléments de ma présentation vis-à-vis la capacité des organisations dans la demande, c'est un bon moment ou une bonne place pour pouvoir inclure votre politique en matière de bonne gouvernance du CA. Alors, ça, c'est une astuce que je peux partager avec le groupe. Et pour terminer, j'ai hâte à continuer cette présentation et discussion vis-à-vis la bonne gouvernance pour pouvoir l'attacher à les valeurs. Et merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup pour cette excellente session. Pour la semaine prochaine, nous allons continuer avec la présentation et on espère pour avoir une discussion beaucoup plus vivante. Alors, venez préparer avec vos questions, commentaires et votre expérience. Et de cette manière, on va pouvoir aborder différents obstacles auxquels vous avez face. Alors, sur ce, j'aimerais vous remercier, les bien encore, pour le temps que vous avez dédié à cette présentation. J'aimerais remercier nos interprètes de la langue francophone, LSQ et ça, j'aimerais remercier le personnel d'OCACI pour soutenir cette présentation et aussi de remercier tous les participants et participantes pour, pour votre attention. J'aimerais vous remercier d'avoir assisté, que ce soit votre première ou une des plusieurs sessions que vous avez assistées d'OCACI. Merci beaucoup et bonne fin de journée.